Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy. Bonjour, Shana Tova, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Après vous avoir parlé des organes génitaux externes, ceux qui se voient, je vais vous parler des organes génitaux internes et ensuite de l'examen gynécologique en cabinet de spécialistes. Alors, les organes génitaux internes, vous le savez, l'utérus en prolongement du vagin, les trompes et les ovaires. L'utérus, c'est un organe essentiellement musculaire. D'ailleurs, on parle toujours du muscle utérin, puisque c'est par ces contractions que pendant le travail se fait la dilatation du col et la progression du mobile fœtal vers l'extérieur. On distingue deux parties dans l'utérus, le col, qui a une pathologie propre, et le corps, qui a aussi sa pathologie. Alors il se présente anatomiquement sous la forme d'une poire inversée, avec le corps au-dessus, et en bas, le col, représentant la partie la plus fine d'une poire. Sa taille varie au cours de la vie, puisqu'il est très petit à la puberté et qui va s'enrichir de fibres musculaires tout au long de la vie, surtout tout au long des grossesses successives. Par contre, à l'arrêt des règles, au moment de la ménopause, il va s'atrophier progressivement. Il mesure 6 à 8 cm de haut pour 3 à 5 cm de large. D'ailleurs, vous avez vu que ces mesures peuvent devenir énormes puisqu'au cours de la grossesse, le fond utérin arrive presque jusqu'au bord des côtes, gênant de manière singulière la femme enceinte. Il reprend par contre progressivement sa taille initiale au cours des semaines et des mois qui suivent l'accouchement. Il est fait de 3 épaisseurs. La moins importante à l'extérieur, c'est la séreuse péritonéale qui recouvre tous les organes de l'abdomen. Il comporte une couche interne qui tapisse l'ensemble de la cavité utérine qui s'appelle l'endomètre. Et cet endomètre subit une maturation progressive à chaque cycle menstruel, augmentant progressivement d'épaisseur et surtout de vascularisation, donnant ce que l'on appelle dans la deuxième partie du cycle un aspect de dentelle utérine, un véritable nid sur lequel l'ovule fécondé, peut venir s'implanter. Le myomètre, on en a parlé, le fameux muscle utérin que nous avons évoqué au cours de la grossesse et de l'accouchement. L'utérus est parfois l'objet de malformations d'origine embryologique. Ainsi, au cours de notre carrière, nous avons rencontré des problèmes de stérilité, voire de fausses couches successives liées à des utérus cloisonnés ou des utérus unicornes, en association parfois à des malformations vaginales. Ces malformations peuvent relever d'actes chirurgicaux afin de faciliter une grossesse dans de meilleures conditions. Nous verrons plus tard la pathologie de l'utérus avec les endométrioses, un gros morceau de la pathologie gynécologique, le cancer du col de l'utérus et le cancer du col. La deuxième partie des organes génitaux internes, ce sont les trompes. Il y a une trompe gauche et une trompe droite qui sont implantées au niveau des cornes utérines, au niveau du fond utérin. Ce sont des tubes souples qui se terminent en haut par une dilatation, ce qu'on appelle un pavillon évasé, qui ressemble un peu à une extrémité de trompette. Les franges de ce pavillon
sont en contact étroit avec chaque ovaire de chaque côté et on dit qu'il y a un certain flirt entre la trompe et les ovaires puisque la frange la plus importante est prête à capter l'ovule au moment de l'ovulation. La particularité de ces trompes, c'est qu'elles sont tapissées à l'intérieur de cellules qui ont des cils. Ce sont des cils vibratiles qui permettent à l'ovule de progresser vers la cavité utérine. Cet ovule est bien sûr fécondé ou non. Ça dépend de la rencontre éventuellement idéale avec Super Mario, le spermato choisi par son élu. La pathologie des trompes est importante puisqu'elles interviennent dans les stérilités, par obstruction du pavillon et surtout les grossesses extra-utérines. Troisième partie, ce sont les ovaires. Un ovaire droit, un ovaire gauche, situé au bout externe de la trompe pour faciliter le captage de l'ovule au moment de l'ovulation à la recherche du spermatozoïde le plus vigoureux, comme je viens de vous le dire. Les ovaires ont deux fonctions, une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine, nous en avons parlé, c'est la ponte ovulaire entre le 12e et le 14e jour d'un cycle le plus courant compté de 28 jours, plus ou moins 5 jours. Les ovaires contiennent 500 000 ovocytes, c'est-à-dire les précurseurs des ovules, à la naissance. Seuls 450 ovules vont mûrir cycle après cycle. Après 40 ans, il reste des ovules qui ne sont pas de première jeunesse, comme on dit, et sont donc de mauvaise qualité, puisque on sait que la fertilité décroît avec l'âge et ces ovules, s'ils sont fécondés, peuvent être à l'origine de fausses couches, d'infertilité, voire même d'anomalies chromosomiques comme certaines trisomies. L'autre fonction importante, c'est la fonction endogène. C'est la sécrétion d'hormones sexuelles, à savoir les œstrogènes et la progestérone. Les œstrogènes sont sécrétés tout au long du cycle menstruel, alors que la progestérone n'est sécrétée qu'en deuxième partie du cycle. Ces hormones sexuelles n'agissent pas seulement au niveau de l'utérus, mais aussi du vagin et au niveau des seins. La pathologie ovarienne courante, ce sont les kystes de l'ovaire et les redoutables tumeurs malignes de l'ovaire. Les seins, dernière partie de l'anatomie. Après vous avoir parlé des organes génitaux externes et maintenant des organes génitaux internes, il nous faut parler des seins. Habituellement au nombre de 2, mais il existe certaines anomalies avec des seins surnuméraires, d'une ligne reliant l'aisselle, passant par le sein principal vers l'ombilique. Ce sont des curiosités, il n'y a pas de pathologie particulière. La taille des seins augmente progressivement depuis la puberté, même avant que les premières règles arrivent, et ils grossissent sous l'effet des hormones sexuelles jusqu'à l'âge de 25 ans environ, où ils auront atteint leur taille maximum. Mais leur taille augmente aussi pendant la grossesse, préparant ainsi le sein à sa future fonction de lactation, d'allaitement du nouveau-né. D'ailleurs, cette fonction de lactation existe bien avant la naissance, puisqu'il existe une certaine sécrétion, très riche aussi en anticorps, qui seront transmis de la mère à l'enfant, déjà dès la naissance, par l'allaitement. Le galbe,
et la croissance des seins varient avec les grossesses, les variations de poids de chaque femme et l'âge bien sûr. En dehors du galbe du sein, de la glande mammaire qui est faite de tissu glandulaire et de graisse, il nous faut décrire au sommet du sein l'aréole. L'aréole qui est de couleur variable d'une femme à l'autre selon les ethnies, rose ou beige plus ou moins foncé, se manifestant davantage pendant les grossesses. Il est d'aspect grenu, portant de petites surélévations qui sont des glandes sébacées qui sécrètent un sébum qui sont plus volumineux pendant la grossesse. L'aréole mesure entre 2 cm et 3 cm de large. Au sommet de cette aréole s'élève le mamelon, dont la taille varie d'une femme à l'autre, qui est surtout percé de nombreux orifices, 12 à 20 en général, par lesquels s'abouchent les canaux lactifères ou canaux galactophoriques qui amèneront le lait de la profondeur, à partir de ce qu'on appelle les acinis glandulaires, par ces canaux vers l'extérieur pour nourrir le bébé. Voilà, ainsi se termine le cycle de l'analyse anatomique féminine, organes génitaux externes, organes génitaux internes et l'examen des seins. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire sur mon adresse mail Joseph Lévy, tout attaché Lévy avec i, @radiojm.fr. Au revoir. Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy.